Merci, bonjour à tous. Phare, donc, c'est le forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement. Je ne sais pas si c'est l'accent quand vous avez dit Phare et ET, le ministère, ou Phare est le ministère de l'Agriculture. Donc Phare est bien distinct du ministère de l'Agriculture. Nous allons intervenir successivement. Nous sommes une association et je vous présenterai Phare dans un premier temps et développer un certain nombre de concepts de cet atelier, les notions d'accompagnement, de démarche de progrès, de communication surtout, puisque c'est notre mission principale. Juste pour me présenter, parce qu'un petit clin d'œil à ce qu'a fait Jean-Louis Etienne hier, à ce qu'a dit Jean-Louis Etienne en parlant de rêve. J'ai eu la chance de commencer ma carrière au Centre national des jeunes agriculteurs, un peu sur un rêve de l'agriculture, puisque le CNJA, il y a maintenant 30 ans, a travaillé sur le bicentenaire. Vous savez, on a fêté le bicentenaire de la Révolution. Vous vous en rappelez peut-être. Et l'agriculture, à l'époque, le CNJA avait souhaité aller voir les pouvoirs publics en disant l'agriculture a joué un rôle fondamental dans la Révolution et à l'époque, ça représentait énormément de choses, les femmes qui marchaient sur Versailles, etc. Et on souhaitait être présent dans ce bicentenaire de la Révolution, essayer de travailler sur la relation agriculture et société. Vous verrez que c'est un peu le fil conducteur de mon intervention, cette relation agriculture-société où il y a un travail énorme à faire. Et on a rêvé, on s'est lâché complètement. Il y avait quelques bouteilles de vin qui nous ont aidés à le faire. Et donc on a proposé d'investir les Champs-Élysées, vous en souvenez peut-être, dans ce qu'on appelle la grande moisson. Nous avons semé du blé sur les Champs-Élysées et je dois dire, j'ai commencé ma carrière en travaillant là-dessus pendant 2 ans. C'était un rêve, vous imaginez, amener de la terre sur les Champs-Élysées, bloquer la circulation pendant 2 jours, avoir les autorisations de la mairie de Paris qui étaient différentes, distinctes politiquement de la présidence de la République, avoir les autorisations aussi, enfin les intervenants européens, faire pousser du blé correctement pour que le 21 juin, il soit à maturité, avoir des moissonneuses-batteuses qui soient tip-top là-dessus et 1 million de personnes sur les champs, c'était quand même le rêve. Bon voilà, je voulais juste faire un clin d'œil qu'en agriculture, on peut rêver aussi. Là, on va revenir les pieds sur terre. Donc, je vous ai dit, je parlerai un peu de démarche de progrès qui anime Phare, l'accompagnement pour le changement. On est vraiment dans une période de mutation. Je crois que tout le monde l'a dit. Et c'est important d'accompagner ce changement. L'écosystème, j'ai été très impressionné par les interventions de ce matin. On a appris beaucoup. Et la notion d'adhésion et la compréhension de tous, donc c'est le fil conducteur un peu de mon intervention. Juste dire que je remercie les gens de chez Fraissinet de m'avoir invité. Fraissinet est membre de Phare et nous ne nous connaissons pas bien. Je dirais qu'il y a une connaissance mutuelle à enrichir. Et moi, j'ai découvert en tout cas une entreprise, on le voit, dynamique, intéressante, qui a une âme. Et je pense que là, il y a des points communs. Donc Phare a été créé, c'est un forum, c'est-à-dire en 93, date du premier sommet de la Terre, donc sur comment incarner la notion de développement durable, les 3 piliers, je ne vais pas vous connaissez ça par cœur, mais donc c'est un forum, c'est-à-dire un lieu où on débat, où on discute et où on essaye d'avoir une démarche de progrès. Donc pour débattre, il faut avoir des interlocuteurs qui ne sont pas forcément tous d'accord. Donc nous avons parmi nos membres des agriculteurs de divers et variés, vous verrez bien sûr, des organisations qui sont en amont de l'exploitation agricole, je dirais que presque toutes les organisations syndicales majoritaires, je le précise, les chambres d'agriculture, les instituts sont membres de Phare, les coopératives et puis les entreprises de transformation, quelques marques comme Bonduel, Fleury-Michon, Lu, travaillent avec nous. Pourquoi ? Et donc des entreprises de transformation et de commercialisation, des partenaires, puisqu'on a des partenariats avec le ministère de l'Agriculture, on travaille avec des associations de consommateurs aussi, de plus en plus avec des associations, certaines associations environnementales. Pourquoi ? Parce que les efforts qui sont réalisés par les agriculteurs, donc c'est donc eux qui réalisent les efforts environnementaux, ça ne sert à rien de les garder pour soi. En agriculture, on travaille beaucoup trop en consanguinité, c'est d'essayer de les faire remonter tout au long de la chaîne et si possible jusqu'au consommateur. C'est ce que l'on essaye de faire à Phare au travers de la communication. Donc pour savoir d'où on vient
je ne vous cache pas, nos membres fondateurs. Donc il se trouve que le premier président, c'était le sous-directeur de la DGAL, peut-être que vous ne le savez pas, en la personne de Jean Thiot, qui est toujours notre président d'honneur et qui a bon prix bon oeil, qui est un président absolument remarquable dans l'éthique et dans l'imagination qu'il a donnée à phare. Un appui qui a été à l'origine donné à la FNSEA, un appui financier, l'UIPP, c'est-à-dire les firmes phytosanitaires, et un appui dans les départements avec les chambres d'agriculture. Vous allez dire, c'est dur de parler d'environnement avec des partenaires comme ceux-là. Pourquoi ? Parce que parler de l'environnement quand vous êtes dépendant, entre guillemets, financièrement à 80% des phytos, c'est pas facile. Et puis, avoir un appui politique FNSEA qui plaît à certains et qui déplaît à d'autres, c'est pas facile non plus. Donc moi, en 10 ans, depuis 10 ans que je suis à phare, on a essayé de diversifier les sources de financement, notamment on est dépendant maintenant à 35% des firmes phyto, et d'avoir des relations des membres, puisque tout notre financement vient de nos membres exclusivement, d'avoir des partenaires qui soient représentatifs de la diversité agricole et en accord avec l'UIPP, avec les firmes. Nous travaillons dans cette voie-là. Mais je voulais le dire et je suis prêt à répondre à vos questions sur cet aspect, bien sûr, c'est important. Donc, le forum, il a pour but de travailler, d'essayer, encore une fois, de confronter des idées pour dire comment on va mieux faire en sorte que les agriculteurs intègrent les pratiques environnementales, l'environnement, dans leurs pratiques quotidiennes, dans leurs pratiques de tous les jours, et comment on fait pour cela. Et les fondateurs de phare ont eu l'idée, à côté du forum, surtout de faire un réseau d'agriculteurs. Donc nous avons un réseau de 200, en passe de devenir 250 fermes agricoles phares, on appelle ça des fermes de rencontre. Notre objectif n'est pas quantitatif, notre objectif est représentatif, c'est-à-dire on veut avoir des exploitants phares dans tous les départements, c'est presque le cas, et qui représentent la diversité des productions. Je m'explique, dans les Landes, si vous avez 25 agriculteurs, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il y a 2 grandes productions, le maïs, la forêt. Donc nous avons 3-4 exploitations, si ma mémoire est bonne. Par contre, si vous êtes dans le Maine-et-Loire, nous avons 15 exploitations, parce qu'il y a pratiquement toutes les productions de France et de Navarre qui sont dans ce département. Ces agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont simplement volontaires chez nous, bénévoles, et ils se forment, ils acceptent de se former à la communication, ils ont envie d'expliquer l'évolution de leur métier et accepter d'être formés à la communication. Donc tous les ans, on leur envoie, nous, depuis le national ou dans les régions, des groupes scolaires, des groupes d'étudiants, des politiques, des leaders d'opinion ou pas, des associations environnementales qui veulent savoir comment évolue le métier de l'agriculture et comment on peut visiter une exploitation avec quelqu'un qui explique pourquoi il travaille comme ça et pourquoi il ne travaille pas autrement, et pourquoi il travaillera différemment demain de la façon dont il travaille aujourd'hui. Donc, ils sont formés à la communication par des journalistes, il y a des sessions régulières, et puis nous faisons un certain nombre d'actions de communication, parce que nos missions, c'est je l'ai dit, de faire en sorte que l'environnement gagne chez la mentalité et traverse de plus en plus la mentalité de maximum d'agriculteurs, et de le faire savoir à l'ensemble de la société, montrer que l'agriculture ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot, et qu'au contraire, la modernité, on sait ce que c'est qu'il y a des métiers, une évolution de plus en plus complexe, que le métier est complexe, et essayer de sortir de ce cliché qu'il y a une bonne et une mauvaise agriculture. C'est un petit peu le cliché que nous donne à lire la presse, et vous savez mieux que moi, au travers de ce qui a été dit ce matin et hier, que le métier est de plus en plus complexe et qu'on ne peut pas compartimenter une bonne, une mauvaise agriculture, et avec derrière un certain nombre de connotations. Donc, des agriculteurs qui partagent le progrès et qui sont formés à la communication. Donc, nous appelons Forum de l'agriculture raisonnée. Ça veut donc dire que l'agriculture raisonnée, on y croit, et nous avons contribué à pousser depuis les années 95 sous la férule, j'allais dire, on parlait tout à l'heure d'une présidente de phare qui s'appelle Christiane Lambert. Si vous la connaissez, vous savez qu'elle ne laisse personne indifférent parce qu'elle est très dynamique. Et donc c'est sous sa présidence que nous avons poussé la démarche agriculture raisonnée, qui n'était à l'époque qu'une démarche qui venait des anglo-saxons, l'integrated farming, littéralement agriculture intégrée,
Et les Français se sont emparés de cette notion, les chambres d'agriculture, phares, d'autres organismes aussi, pour dire aux différents gouvernements successifs des années 2000, 95-2000, pour dire il faut absolument que l'agriculture raisonnée, on puisse en faire une source de preuve, qu'on aille vers une certification. Parce que nous commencions à voir dans les années 2000 fleurir ce nom, cette terminologie dans les grandes surfaces, alors qu'elle ne représentait rien. C'est-à-dire que c'était les grands distributeurs qui allaient s'accaparer cette notion, alors que ce sont les agriculteurs qui font en sorte qu'une agriculture, elle se raisonne ou pas. Donc nous avons convaincu les ministères de l'Agriculture. Il y a eu un fameux rapport de l'ancien président de l'INRA qui a travaillé là-dessus et qui a proposé donc de mettre en place une certification, une sorte de démarche ISO. Vous en avez parlé dans les différentes journées. Donc en gros, l'agriculture raisonnée aujourd'hui existe. C'est une certification d'exploitation, une certification transversale, puisque en quelque sorte on certifie les pratiques de l'exploitant. On démontre qu'il travaille correctement au regard d'un référentiel qui contient une centaine de points de contrôle, je dirais, si vous faites toutes les productions. Si vous êtes que céréalier, il y a à peu près 40 points de contrôle. Si vous êtes éleveur, une quarantaine aussi. Et si vous faites toutes les productions, si en plus vous faites de la transformation, il y a une centaine de points de contrôle. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette certification ? C'est qu'elle a un contrôle externe. En agriculture, on est très fort pour s'auto-certifier, se dire on est bon, mais on va faire en sorte de démontrer qu'on est bon par des gens qui sont forcément liés à ce qu'on fait. Donc on a voulu, et ça c'est l'UFC-Que Choisir qui travaillait sur cette démarche, Marie-Josée Nucoli, qui nous a imposé un regard extérieur, un contrôle externe, et je pense qu'on peut l'en remercier, parce que quand un agriculteur dit « je vais me certifier en agriculture raisonnée », il a donc un organisme certificateur qui vient sur son exploitation et qui lui demande un certain nombre de preuves à apporter sur des chapitres qu'on pourra revenir sur dans le détail, mais sur la façon dont il traite, la façon dont il fait sa fertilisation. La grande notion, c'est j'observe et je n'interviens qu'en fonction de si la plante, effectivement, elle est malade, j'enregistre et je note tous les moyens qui sont nécessaires à l'intervention, mais je ne le fais que si c'est nécessaire. Donc, à la différence du bio, nous ne nous interdisons pas l'utilisation de produits chimiques, mais nous ne le faisons que si la plante en a besoin. C'est donc la grande critique qui est faite à l'agriculture raisonnée, c'est que les bio ou d'autres organismes nous disent ce n'est ni plus ni moins que le cache-sexe de l'agriculture industrielle. Et puis, à l'inverse, si vous allez sur d'autres sites, d'autres syndicats qui nous disent c'est l'asservissement de l'agriculture. Donc, je reprendrai la notion que vous avez exposée hier en introduction, c'est le juste milieu qui est difficile à tenir parce que vous prenez des critiques un peu des deux côtés. Mais nous, on pense que la certification agriculture raisonnée, même si aujourd'hui elle ne concerne que 3000 exploitants, donc il faut retenir ces chiffres-là. Il y a en gros 500 000 agriculteurs à la louche, il y a 3000 exploitations certifiées agriculture raisonnée en France. Les bio, je pense qu'on me corrigera, il doit y en avoir 15 000. Et il doit y avoir 200 000 exploitants qui sont en démarche qualité, tout confondu. Ça veut dire des démarches qualité produits, les raisonnés, les bio. Il faut avoir cet ordre de grandeur-là. Bon. La certification agriculture raisonnée, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'agriculture. Il y a mieux, il y a la bio qui a une démarche, la certification agriculture raisonnée en est une autre, il y a la démarche AEI dont on parlera rapidement aussi. L'important, c'est d'avoir une notion de preuve. L'agriculture manque de preuves et aujourd'hui, les seuls moyens qu'on a pour prouver qu'on travaille d'une certaine façon, et plutôt correctement, c'est d'avoir une certification. Vous disiez les établissements sont en ISO. Bon, pourquoi ? Parce que vous avez voulu démontrer que vous travaillez correctement, que le travail que vous faites dans la pente de la vallée, là, il n'est pas rejeté dans le ruisseau que l'on voit en montant. C'est bien de le dire, mais c'est surtout mieux de le démontrer, preuve à l'appui, par des démarches qualité, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a poussé la démarche agriculture raisonnée. Il y a des petites bêtes qui m'attaquent, là. Donc, aujourd'hui, il n'y a que 3000 exploitations qualifiées agriculture raisonnée. Vous allez me dire, ce n'est pas énorme. C'est vrai. Alors, deux choses. Pourquoi ? Parce que, en même temps que la certification agriculture raisonnée s'est mise en place, eh bien, il y a eu la PAC
qui a complètement intégré la notion environnementale et qui s'est verdi avec un certain nombre de contraintes, on peut le dire comme ça, contraintes environnementales qui sont apparues avec des directives. Et les syndicats, la FNSEA pour ne pas le nommer non plus, a dit à ses mandants, le plus important c'est de préserver les aides européennes qui arrivent de Bruxelles, et donc l'agriculture raisonnée, ceux qui veulent en faire en feront, mais ce n'est pas la priorité. Donc on n'a pas été aidé de ce côté-là, il faut bien le reconnaître, même si la FNSEA, et je vous y disais, Christiane Lambert a été présidente, elle s'est battue notamment vis-à-vis de la FNSEA aussi pour convaincre, mais ce n'était pas facile. La deuxième chose, c'est qu'est arrivé le Grenelle de l'environnement. Vous l'avez vu en 2007, si ma mémoire est bonne. Le Grenelle de l'environnement n'a pas retenu. Enfin, déjà, on est arrivé avec très peu de preuves, puisque on a essayé, l'agriculture a dit on travaille bien, on travaille correctement, l'environnement on y croit, mais on n'avait aucune preuve, très peu de preuves à amener, si ce n'est 10-15 000 bio et 3 000 agricultures raisonnées. Et donc, tous ceux. Le fameux débat sur le Grenelle de l'environnement sur l'agriculture, tous les parties prenantes qui y participaient ont dit l'agriculture raisonnée, c'est pas grand-chose, c'est rien, on va donc inventer autre chose. Et il y a donc une nouvelle certification qui est dans les tuyaux, qui existe maintenant, du ministère de l'Agriculture, je le précise, ce n'est pas la certification phare, il n'y a aucune certification à phare. Nous sommes un organisme qui promeut les bonnes pratiques, mais les certifications, elles sont étatiques, donc ce sont des décrets, c'est les gouvernements successifs. L'agriculture raisonnée, c'était le gouvernement des années 2000 qui l'a mis en place. HVE a été mis en place par, si ma mémoire est bonne, le ministre maintenant qui est commissaire européen, Barnier. Voilà. Donc, au-delà de ces démarches de certification, on continue à avancer et on s'est dit, bon, l'agriculture raisonnée est plutôt décriée, ça ne marche pas énormément. Il y a une nouvelle certification HVE. Qu'est-ce que ça change, HVE, par rapport à l'agriculture raisonnée? C'est que l'agriculture raisonnée est une démarche, une obligation avec des obligations de moyens. C'est-à-dire, je m'engage à atteindre tel objectif, à ce que mes salariés, par exemple, si je fais de l'élevage, ils soient formés aux notions d'environnement, mais je n'ai pas de résultat, je n'ai pas une obligation de résultat à atteindre. Donc on a dit ce n'est pas une certification qui est contraignante puisque c'est simplement une obligation de moyens. Donc HVE a amené d'abord 3 niveaux. Un niveau qui est le niveau de la conditionnalité, c'est-à-dire des aides réglementaires. Un niveau un petit peu plus élevé qui incite l'agriculteur à aller un peu plus loin sur 5 notions et ajoute la biodiversité qui n'était pas dans l'agriculture raisonnée. Et surtout ajoute un niveau 3 avec des indicateurs de résultats. Mais bon, ces indicateurs de résultats, on pourra en discuter s'il y a des questions là-dessus. Je vous dirais que ce n'est pas non plus ça qui va inciter et changer les agriculteurs, les inciter à mieux intégrer les pratiques environnementales dans leurs pratiques agricoles. Donc je suis assez sceptique sur la capacité à ce que l'agriculture, dans les années à venir, détienne une nouvelle fois des preuves. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien, bien au contraire. L'ensemble des agricultures sont en train de changer et vraiment d'intégrer les notions environnementales. Simplement, il faudra trouver les moyens de démontrer à l'opinion publique, aux associations environnementales, à la société, qu'on le fait réellement. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a entendu parler des HVE? Très peu. Est-ce que le ministère en parle? Très peu. Donc je pense qu'il manque une politique pour assumer, si c'est une bonne démarche, pour l'assumer et dire effectivement il faut que les agriculteurs s'engagent dans telle démarche ou telle autre. Donc nous on a continué notre bonhomme de chemin et on s'est dit la démarche de progrès elle ne s'arrête pas à telle ou telle certification, aussi critiquée soit-elle comme l'agriculture raisonnée ou aussi je dirais peu sur lesquels on ne parle pas beaucoup sur HVE, eh bien nous on va travailler sur des groupes de progrès et on s'est transformé progressivement en centre de compétences. Et donc on a eu l'idée, à partir du moment où nos agriculteurs sont vraiment des gens qui nous apportent des idées, qui innovent, qui veulent démontrer que le travail environnemental, ils le concrétisent dans leur exploitation, on a donc créé des réseaux de spécialisation. Ces réseaux de spécialisation sont d'une part des agriculteurs membres de notre réseau qui, sur une thématique spécifique, sont motivés pour s'investir, et puis des organismes qui ont une compétence spécifique pour apporter un certain nombre d'éléments, comme par exemple ça a été dit ce matin sur tel ou tel. Donc vous voyez les 4 réseaux
qui fonctionne actuellement. Donc, on a beaucoup travaillé, je vous l'ai dit, sur les les bonnes pratiques phytosanitaires avec l'UIPP. On s'est dit, c'est pas suffisant. On s'est même un petit peu accroché avec l'UIPP pour dire il faut aller plus loin. Et maintenant, il faut aussi travailler sur la protection intégrée, c'est-à-dire quelles sont toutes les méthodes alternatives que l'agriculteur peut utiliser. Vous en faites partie, les produits que vous vendez en font partie, peut avoir à sa disposition en termes de méthodes, en termes de produits, en termes de recherche, pour éviter d'avoir recours à la chimie. Ça ne veut pas dire qu'on s'exclut d'utiliser la chimie. Nos agriculteurs sont des agriculteurs qui utilisent la chimie, bien sûr, mais on avance de plus en plus. Et comment ? On travaille donc, on a mis en commun, ça n'a pas été facile, l'IBMA, ce sont une association qui commercialise et promeut les produits de biocontrôle. Je dirais que c'est l'équivalent de ce que vous faites en fertilisation pour les produits phyto, et ça peut donner des idées. Enfin, je réfléchissais à ça en entendant ce que vous faisiez. Et puis les adjuvants, l'Association française des adjuvants. Donc on tient nos deuxièmes rencontres le 13 et le 14 décembre, le mois prochain, justement sur cette notion de protection intégrée. Donc on a une trentaine d'agriculteurs qui sont dans ces démarches-là et qui nous disent « Moi, je veux aller plus loin que l'agriculture raisonnée sur la communication. Je veux reculer ma date de semis. Je veux semer moins de rucs. Et comment je peux faire ? Je veux utiliser tel produit de biocontrôle. Et dans quelles conditions je dois le mettre ?» Donc sur 3 types de production, plutôt des grands culteurs, des céréaliers, plutôt des viticulteurs et des arboriculteurs. D'accord ? Donc, petite précision sur l'agriculture raisonnée, parce qu'on m'a dit de le dire. J'ai oublié de dire que sur les 3000 exploitations certifiées en agriculture raisonnée en France, il y a une majorité de viticulteurs qui sont dans cette démarche-là. Pourquoi ? Parce que le viticulteur qui vend son vin sur son domaine, il a encore plus besoin d'apporter une preuve, une démarche de preuve, encore une fois, quand il commercialise. Donc, avec TerraVitis, notamment, ça marche très bien. Il dit, moi j'ai remis de l'herbe, réenherbé mes rangs, voilà ce que ça apporte, les auxiliaires qui viennent, etc. Donc, il y a tout un discours qui permet d'avoir, en plus, un produit à discours. Donc, vous savez que, notamment, la protection intégrée, tout le monde va devoir s'y mettre, tous les pays, puisqu'il y a une directive européenne qui nécessite de mettre en place cette démarche-là. Donc, nous, à côté, parce qu'il se trouve aussi que, vous le savez, il y a Ecophyto qui s'est mis en place parallèlement. Donc, nos agriculteurs, les 25 qui sont dans le réseau, font aussi partie des groupes de Ecophyto de 2018, notamment avec Défi, avec le groupe, les réseaux d'agriculteurs des coopératives, et sont en quelque sorte les communicants de ces groupes pour dire voilà ce qu'on fait en termes de Ecophyto 2018 comme démarche et de protection intégrée, et on essaye de trouver des moyens de communication. Donc je précise d'ailleurs que cette perspective de moins 50% de phyto faisait hurler tout le monde au départ. C'est encore le cas, bien sûr, mais moi je disais ce matin au petit déjeuner que j'ai des agriculteurs qui la semaine dernière intervenaient à l'agriculture écologiquement intensive, à l'AEI, qui commencent à dire que si, pour une fois, on donne du temps, il y a un pas de temps qui est 2018, et que ce n'est pas infaisable que d'avoir cette perspective, cet objectif de baisse, et que tout le monde, ce qu'on peut constater, c'est quand même tout le monde, et travaille à plus ou moins grande vitesse, mais travaille dans cette perspective de moins d'impact sur les phytos, moins d'impact sur les cultures. Deuxième réseau, le réseau énergie, gaz à effet de serre, parce que vous savez l'impact de l'agriculture en termes d'énergie. Donc, on a beaucoup d'agriculteurs qui nous ont dit on veut travailler sur ces démarches-là. Donc, vous voyez avec des organismes comme l'ADEME, InVivo, Total. Hier, Jean-Louis Etienne nous disait la difficulté qu'il avait de pouvoir communiquer et d'avoir été soutenu par Total. Bon, on est dans le même cas. Il y a quelques fois où des entreprises nous aident à monter des réseaux. C'est à nous de décider si on travaille avec elles ou pas. Grignon Énergie Positive qui travaille là-dessus, l'Institut de l'élevage et l'UNIFA, dont est membre Fraissinet. Et l'objectif, c'est améliorer les performances énergétiques des exploitations agricoles et maîtrise des gaz à effet de serre à partir du diagnostic Diater qui est préconisé maintenant par l'ADEME et sur lequel donc, nous avons testé sur 12 exploitations ce diagnostic, quelque chose de lourd, pour identifier des solutions, des points
où on pouvait justement diminuer l'implication, la consommation d'énergie et l'impact de gaz à effet de serre. Donc avec toujours ce souci de communiquer, donc nous avons réalisé pour chacune des 12 exploitations ce panneau qui permet à l'agriculteur d'expliquer sa consommation d'énergie indirecte, d'où elle vient avec la répartition, consommation d'énergie directe, émissions de gaz à effet de serre, et puis un moyen de communication, c'est de dire « Ok, bon, je produis un certain nombre de gaz à effet de serre, mais mon impact aussi en termes de contribution nourricière, il est de temps. » Donc, ça sort un indicateur qui est le nombre de personnes nourries, et ce n'est pas inintéressant que d'avoir cet indicateur correspondant à des indicateurs qui sont plus, entre guillemets, de contribution énergétique ou de gaz à effet de serre. Donc, on travaille là-dessus et on essaye d'avoir des points d'amélioration à chaque fois sur cette thématique. Troisième thématique sur laquelle on travaille, qui n'était pas dans l'agriculture raisonnée, qui n'est pas dans le référentiel agriculture raisonnée, vous en avez parlé toutes ces journées. Je ne vais pas être très long, mais c'est pour vous dire qu'il y a 10 ans, un agriculteur est venu nous voir. Il était un viticulteur de Saint-Émilion. Il est venu nous voir en disant « Moi, mon père comptabilise les oiseaux depuis sa naissance, ou presque. Moi, j'ai continué aussi. Pourquoi vous ne faites rien sur la comptabilisation des oiseaux dans la mesure où c'est un indicateur de biodiversité important, ce n'est pas le seul. Et ça serait intéressant de faire sensibiliser les agriculteurs là-dessus. » Ce jour-là, on a dit « Ah bon, vous croyez que les agriculteurs ils vont compter les petits oiseaux ?» Et finalement, il se trouve que la Ligue de protection des oiseaux est venue nous trouver et nous a proposé en disant « On n'a pas de réseau pour travailler sur… Justement, l'agriculture doit démontrer son impact en termes de biodiversité, impact négatif, impact positif. Est-ce que vous voulez travailler sur une expérimentation pendant 5 ans à partir d'une méthode qui est maintenant reconnue, la méthode Stock, par le Muséum d'histoire naturelle, vous en avez peut-être parlé, et donc nous avons proposé aux agriculteurs de comptabiliser les oiseaux à partir de cette méthode, des points d'écoute, et ils ont été fanats pour le faire. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient là aussi un patrimoine important qu'il fallait valoriser, et à partir de ce diagnostic, mais pas seulement celui-là, nous avons travaillé sur l'amélioration de la biodiversité dans l'exploitation, mais je dirais de manière très simple. C'est replantation de haies. L'oiseau, si vous enlevez une haie, il s'en va. Si vous replantez la haie, il revient. Donc, c'est la façon de l'implanter. La discussion avec les techniciens de la LPO nous ont permis de progresser sur cette thématique. J'avance pour aller un peu plus loin. Nous sommes aujourd'hui, au-delà de cette expérimentation, sur un programme qui s'appelle le programme Biodiverside, avec une coordination des réseaux phares et le réseau biodiversité pour les abeilles. Et là, on travaille beaucoup plus sur les indicateurs pour aller plus loin, sur quel type d'indicateurs les agriculteurs peuvent enrichir eux-mêmes, donc des indicateurs relativement simples, sur le comptage des abeilles, sur le comptage des bourdons par exemple, pour démontrer dans ces domaines-là la progression et le travail qui, en termes de biodiversité, l'impact que ça peut avoir sur ces insectes-là. Donc on travaille bien sûr avec d'autres organismes que vous connaissez, dont vous avez sûrement parlé, Agrifaune et l'OAB par exemple. Mais elle ne me lâche pas. Donc voilà en gros à quoi nous travaillons actuellement. Et je voulais vous dire, donc montrer aussi que l'objectif, c'est à partir de ça aussi faire de la communication, puisque si on forme tous ces agriculteurs à communiquer, c'est bien sûr qu'ils s'expriment dans toutes les instances régionales, départementales, nationales, pour expliquer encore une fois que l'agriculture évolue en termes de prise en compte de l'environnement. Mais il n'empêche que l'image de l'agriculture, vous en conviendrez, sur ce plan-là, elle est nettement à améliorer et qu'elle est caricaturée par ce qu'on entend, par ce qu'on lit, et il y a des choses qui nous restent en travers de la gorge. Donc, notamment, nous avons eu, si j'ai encore un petit peu de temps, nous avons eu, notamment en 2011, nous avons été choqués par une campagne de communication
qui avait été faite par une association que je cite, puisqu'on a travaillé 1 an avec elle, qui s'appelle France Nature Environnement. Et vous rappelez peut-être qu'à la veille du Salon de l'Agriculture, il y a eu des 4x3, des affiches qui mettaient un petit bébé sur un tas d'algues vertes, et on se disait, l'enfant, avec des termes qui étaient à chaque fois un petit peu mortifères ou presque, où on avait l'impression, en tout cas il y avait une tête de mort, on a l'impression que l'enfant il avait 2 jours à vivre. Pareil sur les pesticides, il y avait une dynamite. Il y avait une caricature quand même assez forte qui était poussée. Bon, chacun joue son rôle, effectivement, mais nous on a trouvé que c'était caricatural et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrer ce type de cliché, parce que tous les agriculteurs sont quand même pas, je dirais, dans cette... en tout cas, on a l'impression que l'agriculteur apportait des éléments négatifs et contribuait à ces éléments négatifs. Et donc, on a dit, il faut plutôt se poser la question de savoir pourquoi il y a ces éléments-là qui nous sont reprochés. Et donc, on s'est dit, il y a une image négative et erronée qui est dans la société. Il faut essayer de trouver les moyens de contrecarrer ça. Et donc, c'est de constater quand même que le grand public, il est mal informé, il ne connaît du secteur que ce que les grands médias veulent lui donner, et puis c'est un grand public qui est de plus en plus sensible aux critiques, pour certaines qui sont fondées, sur l'environnement, mais pas toujours. Et puis des politiques, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière campagne présidentielle, pratiquement aucun des candidats n'a parlé d'agriculture. C'était un silence assourdissant. Ça signifie quand même quelque chose. Si on ne fait rien, il risque d'y avoir un certain nombre de conséquences. Donc, nous, il nous semblait, et nous semble toujours, que tous les acteurs et les agriculteurs, bien sûr, ont un certain nombre de choses à dire sur l'environnement et que la complexité des thèmes ne nous empêche pas quand même de communiquer et d'essayer de sortir de cette caricature qui est faite de bonne et de mauvaise agriculture. Et donc, nous avons eu l'idée de proposer à FNE, nous sommes allés les voir en leur disant, vous faites un véritable procès à l'agriculture, procès à charge, et organisons le procès, mais ne le faisons pas par communiqué, par presse interposée, mais organisons un véritable procès. On a commencé à péter les plombs un peu, on s'est dit on va faire un procès avec des avocats et vous allez instruire à charge et nous on va essayer de se défendre. Bon, puis on a réfléchi, on s'est dit, et FNE a trouvé ça tout de suite intéressant, on a réfléchi et on s'est dit s'il y a procès, il y a forcément sanction, il y a forcément coupable et comment désigner le coupable, quelles seront les sanctions. Donc avec FNE, ils nous ont dit ça nous intéresse quand même de nous expliquer. Et moi, mon conseil d'administration m'a dit aussi, là, vous avez un peu fumé trop la moquette, mais continuez sur cette démarche-là, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc, on a rencontré des gens, des avocats notamment, qui nous ont dit, mais il existe aussi la médiation. La médiation, qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup employé dans les entreprises, dans les conflits. C'est une démarche qui n'impose que ce que les 2 parties en conflit s'imposeront, mais c'est-à-dire de débattre dans un cadre formalisé avec l'aide d'un tiers qui est un médiateur. Donc, FNE a accepté cette démarche-là, et nous, il nous a semblé que c'était un outil de sortie de crise, en tout cas par le dialogue, l'intervention d'un tiers neutre. Donc, je passe rapidement, mais c'est un processus constructif, adapté à la situation, et quand on allait proposer cette démarche à l'extérieur, tout le monde nous a dit « mais c'est formidable ». Mais tout de suite, les gens nous ont dit aussi « vous n'y arriverez jamais ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des postures, parce que FNE défendra ceci, la FNSEA défendra cela. C'est exactement ce qui s'est passé. Jamais on n'a pris autant de coups sur la tête. Mais, ce que disait Jean-Louis Etienne, on avait une idée et on sentait, tous à Phare, on est 5 salariés à Phare, et les agriculteurs autour, en tout cas le conseil d'administration nous a dit « tenez bon, il y a quelque chose à faire là-dessus ». Et au final, ça nous permettra quand même de communiquer sur et de casser un petit peu quelques idées reçues sur l'agriculture. Donc, on a tenu bon et on a donc mené cette médiation. Donc, la presse aussi était intéressée parce que pour la première fois, donc, le monde agricole et les défenseurs de l'environnement ont manifesté leur volonté de s'expliquer dans un cadre formalisé pour essayer de trouver des solutions. Donc, les objectifs, c'est identifier et acter les différends. Et là, tout de suite, on a déterminé 2 sujets de crispation, c'était les algues vertes, justement, et les pesticides.
On les a clairement identifiés comme ça, parce que ça parle à l'opinion publique, parce qu'il y a des problèmes réels. Et il se trouve que sur les deux sujets, les agriculteurs font des efforts et un certain nombre de choses peuvent avancer par le dialogue, par l'écoute, par la confrontation des arguments. Donc on a, dans cette médiation, donné à chacun la possibilité de s'expliquer dans les mêmes conditions de façon équilibrée. Donc on a constitué un comité de pilotage à parité FNE phare. Je peux vous dire qu'on a on a découvert comment fonctionnait FNE et eux, ils ont découvert comment fonctionnait phare. C'est deux mondes différents, c'est vrai. On n'a pas du tout la même façon de fonctionner, donc on a appris beaucoup de ce côté-là. Et puis, on a choisi ensemble un médiateur neutre. Bon, il se trouve que c'est un ancien bâtonnier, Maître Tedjen, qui a été choisi, donc quelqu'un qui ne connaissait pas l'agriculture. Et puis, chaque partie a désigné un grand témoin, en quelque sorte un avocat. Du côté agricole, c'était Éric Orsena, l'académicien que vous connaissez peut-être, en tout cas qui a écrit sur l'eau, qui a écrit sur le coton. Et puis, de l'autre, c'était Michel Griffon, et ça fait le lien avec l'agronome qui promeut la notion et qui est président de l'agriculture, l'association agriculture écologiquement intensive. D'accord ? Et donc, sur ces deux thèmes, pesticides et algues vertes, on s'est colté, on s'est confronté pas mal, mais l'enseignement à retirer, c'est que, déjà, les journalistes ont très apprécié que les arguments soient donnés dans un endroit bien déterminé, devant eux, et qu'ils puissent les entendre en même temps, donc pour avoir une vision un petit peu plus partagée et réelle des arguments qui sont avancés. Donc ça s'est déroulé le 27 septembre. Il y a eu une conférence de presse initiale et puis surtout, nous avons voulu faire une médiation ouverte à la société et c'est pour ça que nous avons lancé un blog qui est toujours ouvert. Si vous voulez le regarder, ça s'appelle de la crispation à la médiation.net, comme ça se prononce, tout attaché. Et dans ce blog, il était ouvert et il était fait avec des étudiants de Dauphine. Il donnait la parole aux deux parties, partie agricole, encore une fois, partie environnementale, de manière paritaire. Et l'objectif, c'était que les internautes puissent réagir. Et là aussi, on a vu un certain nombre de réactions de la part de la façon dont l'image de l'agriculture était perçue. Bon, voilà. Donc, voilà un petit peu le travail qu'on réalise. L'objectif, à partir de ça, c'est de nous positionner en tant qu'acteurs. Notre slogan, je le dis toujours, c'est un pont entre l'agriculture et la société. Notre volonté, c'est d'établir des ponts avec ces acteurs qui nous connaissent moins bien et qui critiquent quand même assez fortement l'agriculture, non pas pour dire qu'on n'est que vertueux, mais au moins que chacun s'enrichisse des différences de l'autre pour sortir encore une fois des postures qui sont, je dirais, défendues par telle ou telle organisation. Un réseau d'agriculteurs formés et compétents sur des thématiques que je vous ai présentées. Voilà un petit peu les dessins et les forces de notre réseau pour les années à venir. Je vous remercie.